En 1936, un Français d'Algérie de 23 ans, arrivé à Paris l'année précédente, gagne le prix Mesure de poésie dont le jury était composé entre autres de Jean Paulhan, Henri Michaud et Jules Supervielle. L'année suivante, René Huyghe, qui fut notamment conservateur du musée du Louvre et académicien, décide de présenter ce jeune homme au prix Paul Guillaume. Nouveau succès pour cet inconnu. La carrière littéraire semble toute tracée. À un détail près. Le prix Paul Guillaume est à cette époque considéré comme un Goncourt, certes, mais un Goncourt de la peinture. Oui, René Jean-Claude est poète, mais aussi peintre. Il semblerait bien que ce grand et tourmenté artiste ait hérité de tous les dons. Mais du don étrange de la satisfaction de soi, il ne trouve nulle trace en lui. Dans un entretien donné en 1984 pour la sortie de son roman « Un amour interdit », qui va mettre un terme à 20 ans de silence littéraire, René Jean-Claude s'explique. « Mon premier roman, Le Noir de la Vigne, a été salué comme un événement. Nadeau a publié 3 colonnes dans Combat. Mais moi, je n'y attachais pas d'importance. Je ne m'aimais pas. Avant la guerre, j'ai écrit un petit livre de poèmes et édité chez Guy Lévy-Manneau. C'est alors que Jean Paulhan m'a fait avoir un prix prestigieux. Il croyait en ma poésie. Je n'ai pas tenu parole, je me suis mis à peindre. Et j'ai eu le prix Paul Guillaume. Mais je me suis rendu compte que mes tableaux étaient mauvais. Il a fallu que je détruise tout, impitoyablement. Je ne m'aimais pas. J'étais mon adversaire. Ce constat amer et sans illusion, c'est celui d'un homme qui a autant de facilité à créer qu'à détruire. Ce constat sévère, c'est celui d'un homme qui sait bien qu'il est à 2 doigts de donner corps à ses obsessions, mais qui, un instant après leur naissance, ne voit plus que leur difformité, leur chair disgraciée, et leur insoutenable cri de souffrance. Alors René Jean-Claude n'hésite pas. En 1938, il se retire. Il rentre en Algérie. Pour ne revenir en France qu'après la guerre, après, au propre comme au figuré, une première traversée du désert. Oublieuse postérité, épisode 22. Les ténèbres hallucinées. Je dois dire que je n'ai habituellement guère de sympathie pour les artistes prétendument totaux. Écrivains, chanteurs, peintres, acteurs, cette multiplication des talents me semble pour le moins douteuse et bien plus symptomatique d'une prétention sans bornes ou d'un effet de mode. Les profondeurs et les richesses d'un art me semblent suffisantes pour y ensevelir proprement son existence, mais l'on me rétorquera sans trop de peine que la quête de l'absolu ne connaît nulle frontière et que la peinture, par exemple, n'est que la continuation de la littérature une fois que l'on sait couper la langue. Après tout, ils sont nombreux à avoir expérimenté les différentes densités de la matière. Jean Cocteau, Charles Bukowski, Henri Michaud, Boris Vian. Ou encore, pour les moins connus, Fred II, auquel j'ai déjà consacré un épisode, Roger Bézu, Henri Vincenot. Et donc, René Jean-Claude. Comme Albert Camus, il naît en Algérie en 1913. Comme Camus, son père meurt à la guerre, plus précisément à Verdun, en 1917. La même année, sa mère s'installe à Alger. Là, il va mener des études de droit et s'inscrire à l'école des beaux-arts. Très rapidement, il rencontre ses semblables, Max-Paul Fouchet, Jules Roy, Emmanuel Robles, et bien sûr, Albert Camus. Tout cela dans le sillage de l'éditeur Edmond Charlot, qui publie en 1936, quelques mois avant L'Envers et l'Endroit de Camus, le second livre de René Jean-Claude, L'Annonciation à la licorne, premier ouvrage de la collection méditerranéenne de la maison d'édition et recueil de poésie
inspiré des petits cailloux blancs plantés dans la terre que le pied de Claude heurta dans les environs d'Alger, avant qu'il ne se rende compte qu'il était dans un cimetière auquel il décide de rendre hommage, passage humain coïncidant à un autre passage, comme au bord d'un gouffre fraternel. Fort de 2 recueils de poésie, d'un prix de poésie, du patronage de Jules Supervielle, qui déclame ses poèmes dans les restaurants à la mode, le tout la même année, René Jean-Claude semble promis au bel avenir de prince des poètes. Mais, comme nous l'avons déjà vu, c'était sans compter sur l'insatisfaction presque ontologique du jeune homme. Après ses débuts remarqués, après son prix de peinture, après 2 années à Paris, il retourne à Alger. Fin 1938 et début 1939, il entre au comité de la revue Rivage, retrouve Charlot et Camus, et continue à peindre et à détruire, autant qu'à composer des poèmes. Puis vient la guerre. Envoyé au 19e régiment du génie, qui est installé au bord des flots, à Alger, au bord du Grand Bleu, au bord de cette couleur qui reviendra tant dans ses romans. Un jour, il apprend qu'on cherche un peintre à envoyer sur les traces de la colonne Leclerc. Il présente une toile. Bien entendu, il est lauréat. S'en suivront les déserts et la lumière jaune, le Nigeria, la Libye, le Tchad. 2 livres bilans de cette transhumance dans le sable. Paysage africain en 1945 et un bagne noir à Thessalie en 1948. Son seul biographe, Dominique Daguet, grâce à qui j'ai trouvé bon nombre d'informations utilisées dans cet épisode, et dont j'emprunte le titre sous forme d'hommage, écrira à propos de cette période. Il en est revenu tout autre, c'est-à-dire se connaissant habité de l'irréparable angoisse d'être homme. Et ainsi hanté, pouvons-nous entrer dans l'œuvre romanesque hallucinée de René Jean-Claude. Tout commence avec Le Noir de la Vigne, publié chez Gallimard en 1948. C'est Maurice Nadeau qui le premier se montra enthousiaste, élogieux, admiratif. Dans le journal Combat, du 16 juillet 1948, l'éditeur et critique publie un long article intitulé « Où l'innocence gagne sur tous les tableaux ». Reléguant Gaëtan Picon et son vibrant hommage à Georges Bernanos et à Monsieur Wynne au quart inférieur droit de la page. Il est d'ailleurs étrange de constater que la plupart des réflexions de Picon s'accordent sans besoin de torsion autant au roman de Bernanos qu'à celui de Claude. Et je cite. « Et cependant, l'impression ne nous quitte jamais que ces scènes, si présentes et si agissantes qu'elles soient, ne sont qu'à demi réelles, que le véritable drame se joue ailleurs. Nous ne saisissons que les apparences violentes et confuses d'un drame qui se joue dans un autre monde, et dont la lointaine lumière transfigure notre univers quotidien. Tout baigne dans une lumière dont nous ne voyons pas la source, comme dans les toiles de Rembrandt, où une bougie invisible bouleverse les apparences coutumières. » Nadeau aurait pu écrire cela du Noir de la Vigne. Claude lui-même aurait pu écrire cela de son propre travail. Et que raconte au juste Le Noir de la Vigne ? C'est avant tout une histoire de folie. L'action se situe dans un asile d'aliénés dans le Lot-et-Garonne. Un enfant commence à raconter l'histoire de sa tante et du directeur de l'établissement qui veut se fondre dans le décor, qui souhaite vivre avec ses passions et dont on ne peut constater que la lente dérive vers la folie. Dans cette atmosphère brûlante, fougueuse, d'une tension à la limite du supportable, la tante veut faire des fous ses alliés, le temps de donner une représentation de l'opéra Carmen devant les élus de la ville, qui viennent à la fois profiter du spectacle, mais lequel ? Et s'immerger dans cette marée d'insanité pour donner à leur quotidien un grain de folie. Mais bientôt le cours des choses s'infléchit, s'envenime, se cabre. Il n'y a plus de frontière entre la scène et les sièges. Plus de frontière entre les notables et les notés. Entre les bêtes et les hommes.
Les aliénés se révoltent, le directeur de l'établissement sert du vin, le royal Kébir, qui n'est selon lui que du sang de bébé d'un complot ourdi de longue date. Et un élu mime le sommeil pour échapper à la mort. Ainsi tourna la farce tragicomique cette histoire de posséder et de déposséder. Mais ce n'est là que la première moitié du roman. Dans la seconde partie, le comique peu à peu s'efface derrière l'horreur. 30 ans plus tôt, dans le même asile, le directeur fut décapité par ses patients. Les gendarmes vinrent, bien sûr. En menant l'enquête, 4 d'entre eux violèrent une patiente, une folle, sous les yeux d'un enfant qui devient le narrateur de cette seconde moitié. Le curé qui administre les lieux est averti du sort du directeur et se rend sur place. Presque aussitôt, il devine que les gendarmes sont coupables de quelque chose et se désintéresse des criminels sans conscience. Il sera fait le procès des gendarmes jusqu'à la fin du livre. Un procès à la fois impitoyable pour eux et tout aussi impitoyable pour le lecteur. Procès tragique et presque insoutenable, au terme duquel il ne restera qu'un seul innocent, celui qui gagne sur tous les tableaux, comme l'écrit Maurice Nadeau. Ce roman est usant. Il est, pour reprendre la caractéristique qui revient si souvent chez les critiques à propos de l'œuvre entière, halluciné. Il tend tout au long des pages vers un fantastique insensé, ou à minima, un surnaturel tragique, et pourtant, il ne s'écartera jamais du vieux sentier du crédible, du vraisemblable, du réel. Il met en scène, par la force même des choses, des personnages excessifs et déraisonnables, pourtant ils ne feront que piétiner ou presque. Ce qui est encore plus flagrant dans la seconde partie du livre, qui est en somme une seule et même scène, étirée, délavée, essorée, épuisée, pendant 150 pages, sans jamais véritablement rendre les armes, comme si cette vieille carne à visage d'homme pouvait tomber, trébucher, se mortifier, mais jamais céder pour de bon. Oui, les 4 gendarmes ont violé cette femme. Non, jamais ils n'avoueront. Oui, l'enfant a le désir de commettre à son tour l'irréparable, forcé par les gendarmes qui veulent s'en faire un allié devant le curé en le rendant coupable à son tour. Mais non, jamais il ne cédera. Oui, cet enfant déteste les gendarmes et voudrait tout avouer au curé qui l'a tant aidé dans sa jeunesse. Mais non, jamais il ne fera un pas vers l'homme à la soutane qui devient peu à peu possédé. Et ainsi apparaît un premier motif du personnage de René Jean-Claude, la raison impérieuse. En effet, les romans de Clos sont des romans d'une force sourde, terriblement humaine et piteusement diabolique. Les personnages sont tentés, et cette hantise les conduit vers une sorte de folie et une angoisse qui font songer aux autoportraits d'Otto Müller, d'Egon Schiele ou de Léon Spiliart. Ces personnages possédés par des démons divers sont tous victimes d'une obsession à laquelle ils ne peuvent se soustraire. C'est la nécessité de faire avouer les gendarmes pour le curé du Noir de la Vigne. Celle de terminer coûte que coûte un cercueil élevé au rang d'œuvre d'art par le vieux Pérez dans Fantôme au soleil. C'est celle de détester puis de plaire, puis de détester à nouveau un peintre chez lequel on peut aisément reconnaître Picasso pour Gérard Lers dans Le Mât de Cocagne. Ou encore, celle de détruire la main d'une morte qui revient parmi les vivants dans une main de fer. C'est d'ailleurs ce motif de la raison impérieuse, soumise à une obsession, qui est à la fois la grande puissance et le plus grand défaut des romans de Clos. Il est l'évidence même qu'il faut du temps pour qu'une idée devienne une obsession chez l'être humain. Le temps qu'il faut pour délayer toutes les couleurs inutiles et ne laisser dans la grande nuit noire de la conscience qu'une seule et unique lumière. Eh bien,
Il faut pareil temps au roman pour imposer au lecteur cette monomanie. C'est pourquoi René Jean-Claude compose d'épais romans. C'est pourquoi aussi ces romans souffrent toujours d'une 50aine ou d'une 100aine de pages de trop. C'est aussi pour cela que tous ces romans sont bons, voire très bons, mais qu'aucun n'est un chef-d'œuvre. Et voilà qu'une question se pose. Est-il possible de rendre compte de l'obsession sans être obsessionnel dans la composition du roman ? En d'autres termes, le romancier peut-il ratisser large, ratisser court, quand toute la dramaturgie à l'œuvre se concentre en un unique point ? Je prenais tout à l'heure l'exemple de Schiller ou Spiliart à propos de l'autoportrait hanté. Et évidemment, nul besoin de s'échapper de la main de Clos pour évoquer cette concentration des névroses. Il n'y a qu'à se plonger dans son œuvre picturale pour comprendre que le visage de l'homme est à la fois sa malédiction et sa tentative de compréhension. Combien de dessins, combien d'expositions, pendant combien d'années, tous voués à cette même énigme, la face du vivant. En effet, si la peinture et la couleur sont partout dans ces romans, l'écriture du mal est plus difficile à trouver dans ces tableaux, mais elle est bien présente. À force de regarder, on prend soudain conscience qu'elle est là, sous nos yeux, non pas dans sa forme la plus aboutie, mais bien dans celle, terrible, du doute et du tâtonnement, c'est-à-dire la rature. Il faut voir les paysages qu'a peints René Jean-Claude. On a dit qu'ils étaient des déserts craquelés. Bien sûr qu'ils le sont. Ce sont les différents visages du ciel inscrits dans la terre sèche d'Algérie. On a dit qu'ils étaient, je cite, balafrés de soufre, piquetés de gouttes laissées là par des pluies de sang, que les couleurs jetées, tapotées, frottées, superposées, constituent une écorce rugueuse dans laquelle se glissent tous les mystères, toutes les richesses, toutes les présences. On a dit qu'un seul le hante, innombrable et toujours le même, celui de l'extraterrestre qu'il avoue être lui-même, qui le poursuit et qu'il traque en un chassé-croisé tragique, parfois religieux, parfois consul romain, parfois non ricanante. François Mauriac, dès 1953, écrivait à propos des 23 lithographies regroupées sous le titre « Suite pour un enfer ». Il fut un temps où René Jean-Claude voyait le Christ et peignait ce qu'il voyait. Depuis, il semble que René Jean-Claude, en s'éloignant de son adolescence, se soit écarté du Fils de l'homme pour voir l'homme non plus glorifié dans le Dieu, mais tel qu'il est, livré à ses fatalités. L'enfer commence dès ici-bas. C'est le sens que je trouve à cette suite de gravures terrifiantes. Ces visages sont aussi des visages écrits, des visages pour lire. On croit déchiffrer dans les sillons qui les parcourent, dans la momification avancée de ces chairs encore vivantes, la possibilité d'une rédemption. René Jean-Claude ne dit pas clairement qu'il la cherche, non. Il évoque dans l'écriture ou la peinture un témoignage, celui, je cite, de la lutte entre le bien et le mal. La grâce, il va la chercher chez d'autres peintres, chez, je cite, les admirables figures de Memling, à la fois emblématiques et spirituelles, chez Van Gogh, qu'il considère non seulement comme le héros et le saint, mais le peintre exemplaire qui est arrivé à sa vision par sa générosité, par son don, non par des théories comme il y en a de si belles. Les cercles dans le ciel, les nuits d'étoiles, les arbres qui tourbillonnent, c'est le rythme de son sang. C'est aussi chez Bacon ou Dubuffet qu'il trouve encore une transfiguration dans l'art.
Cependant, déchiré comme Gérard Lers dans son roman Le Mât de Cocagne, qui raconte l'ascension et la chute d'un peintre de province, il complète. Ces figures sont impossibles maintenant parce qu'on vit vraiment la haine. Sur le trottoir, comme dans les journaux. Quand un peintre primitif peignait par exemple le voile de Véronique, son blanc était l'équivalent d'une hostie. Le chemin en direction de la vie spirituelle, la délivrance des vulgarités de l'existence. Aujourd'hui nous faisons, moi y compris, notre art avec les vulgarités de l'existence. Le second élément qui singularise les écrits de René Jean-Claude ne tient pas à ses personnages, mais à son écriture même. Elle est pour le moins frappante, et Maurice Nadeau ne se trompa pas en le soulignant dans son article de 1948. Il écrivait alors « René Jean-Claude ne refait pas, selon la méthode d'analyse à laquelle sacrifie le tout venant des romanciers, le fastidieux inventaire du monde. Il ne se borne même pas à donner son éclairage à la réalité toute formée posée devant nous. Il lui fait subir une transmutation qui nous la rend prisonnière. » Cela est tout à fait pertinent. Les images que l'auteur emploie sont extrêmement puissantes, radicales et inédites. Elles sont l'âme du poète qui se révolte contre une écriture romanesque trop mécanique. Elles sont le rejaillissement surréaliste qui se contente de sa dimension stylistique pour ne pas briser et rendre inintelligible le schéma narratif. Elles sont l'opulence, dont je ne trouve d'égal que chez Jacques Audiberti, mais d'une opulence sombre, ténébreuse. Elles sont en somme comme un virus, comme une maladie qui ne sera jamais mortelle, mais qui peut grêler la peau des pages et lui laisser cette empreinte en partie surnaturelle et intimidante, comme dans ses portraits. Il faut bien comprendre que l'excessivité des personnages de Clos, sans ce style à la fois poétique et cruel, serait illisible. Cette excessivité les rangerait du côté des personnages de Radiguet ou de Huguenin, sorte d'avatars faussement intelligents et simplement aveuglés par leur orgueil. Ils seraient en un mot insupportables. Mais Clos, étant par nature de l'espèce des timides, des malheureux, des indécis, étant en outre un poète ayant compris le sens des avant-gardes du XXe siècle, cette excessivité perd cette dédaigneuse fourrure psychologique pour ne garder qu'un squelette métaphysique. Les personnages vont des plus hauts sommets d'égarement vers les plus profonds abîmes de la cruauté, à la recherche de ce ciel d'embellie qu'évoque Pierre Gascard en se souvenant de l'œuvre de Clos. Ce ciel qui s'est brusquement dégagé au-dessus de nous, sans que nous nous en apercevions. Cette écriture imprévisible et ces images incroyables se retrouvent dans tous les romans de Clos. Dans Le Noir de la Vigne, c'est par exemple un coup de poing dans le ventre du lecteur quand l'auteur explique la signification du titre. Le noir de la vigne, c'est le noir de la soutane du curé. C'est le sang noir qui bat dans et sous cette soutane. C'est l'obsession du curé à l'égard des gendarmes et de l'enfant. Et toutes les 10 ou 20 pages, comme une ritournelle de plus en plus violente, l'image revient. Obsession métaphorique de l'auteur pour couronner les obsessions charnelles de ses personnages. Il ouvrit les bras en croix. Il était terrible. Il était comme une vigne où coulait un vin noir, noir comme du charbon, avec des yeux qui brillaient au sommet. Ses yeux brillaient. Il respirait très fort. Avec tout le noir qui s'agitait sans cesse sur lui, il avait l'air d'un grand tas de bois calciné. Au sommet seulement, la braise du visage brûlait, toute seule, étrangement isolée du corps.
Mais le curé frappait toujours. Il ne parlait plus maintenant. Tout le noir de sa soutane semblait un tourbillon de vignes brûlées, et le vin coulait. Il remplissait la pièce, nous montait aux chevilles, gagnait nos mains, emplissait nos oreilles. Mais nous nous tenions là, la bouche serrée, pour ne rien avaler. Je voyais ses lèvres s'agiter sans arrêt, et le vin noir s'apaisait, se retirait de nos tempes, de nos oreilles, de nos mains. Mais nous étions ivres, tous ivres du vin noir de la vigne du Seigneur, parce qu'il avait taillé sa vigne à notre usage, dans la soutane du Père. Ainsi fonctionne l'écriture de René Jean-Claude. Ainsi se nuance de poésie ces paragraphes. Ainsi revient la même image, toujours identique, et toujours différente, ainsi qu'une nuance, ainsi qu'un trait, ainsi qu'un point. En somme, ainsi que le fait le peintre qui répète inlassablement le même motif. Contre les scaphandriers qui pleurent, dans les larmes des crocodiles, contre les cyclones assurés à la prévoyance, contre les marchands de fil à coudre, les beaux-arts, contre ceux qui se sont fait fous, mais qui passent devant l'asile Sainte-Anne avec la croix de la Légion d'honneur, légèrement, au-dessous de leurs tempes, contre les moulins des beaux-arts qui ne veulent pas moudre le bonheur de la couturière, sous prétexte qu'elle ne comprend rien à la littérature, à la peinture, au bonheur. Contre les professionnels de la cervelle martyrisée, contre ceux qui ont fait de la révolte une revue imprimée sur beau papier, contre la catastrophe payante, patente et reconnue d'utilité publique, j'ai écrit ce livre avec l'échec de toute ma vie. René Jean-Claude, épigraphomate cocagne. Il est aisé de comprendre pourquoi René Jean-Claude est aujourd'hui oublié. Il a très précisément écrit ses romans et nouvelles de 1948 à 1964, soit exactement au même instant que Camus et Sartre, Sarraute, Duras, Simon et Robbe-Grillet. Il fait donc partie de cette génération noyée entre ces deux océans, cette génération des Bermudes si l'on peut dire, dont on peut citer des noms illustres pour qui s'intéresse aux romans dégagés du dogme politique ou formel, comme Roger Nimier, Pierre Molène, Raymond Guérin ou Fred II. À cet égard, il est un écrivain tardif du naturalisme. Comme nous l'avons évoqué, ses romans sont épais et ancrés dans le réel. Ils sont d'excellents exemples d'une dette 19e, parfaitement assumée, mais tout aussi parfaitement renouvelée. Le récit ne renonce pas aux péripéties et à une progression linéaire. Son époque est toujours précisée, les lieux facilement identifiables. Les personnages ne sont pas des ectoplasmes que les intentions de l'auteur épaississent, mais bien des grands escogriffe pleins de chair et de sang. Ils semblent se mouvoir d'eux-mêmes, et cela en partie grâce à l'utilisation d'un narrateur omniscient et du style indirect libre. La frontière est abolie entre personnage et narrateur. Pour autant, Claude utilise aussi le discours indirect et le discours direct. À vrai dire, il n'est pas très méthodique. C'est que, peut-être, le surréalisme est passé par là. La métaphore peut devenir obscure, la comparaison volontairement déplacée du champ sémantique à celui des tripes, de l'instinct. La liberté n'est pas forcément prise quant au sujet, mais grâce à l'écriture. C'est à la fois peu, et c'est pourtant tout. C'est ainsi une littérature qui a toutes les chances de plaire aux lecteurs que passionnent les destins apothéotiques et tout aussi abyssaux d'Hugo, Balzac ou Zola. En effet, René Jean-Claude raconte des histoires. Il ne théorise pas l'acte littéraire, ni ne se fait porte-parole d'une philosophie ou d'une exemplarité dogmatique. Il occupe donc une position assez singulière à la fin des années 40 et dans les années 50, alors que d'un côté réfléchissent sur eux-mêmes les textes de Butor, ou que réfléchissent sur le devoir individuel ceux de Beauvoir ou Malraux.
Il appartient à ces romanciers qui réfléchissent tout simplement à l'homme, à la vie, à la mort, à l'étrangeté de sa destinée, sans mettre en cause la parole ou le rôle du littérateur. Il est en somme, dans ces décennies, la brebis galeuse. Celui qui manque à la fois de courage formel et de courage politique. Il est dans l'après-guerre, celui qui persiste dans les voies du passé. Ces voies qui sans doute furent nobles, mais qui conduisirent aux 2 conflits mondiaux. Il appartient enfin à la première génération qui fut étouffée par ces 2 sillons que tracerait la littérature formaliste et la littérature de l'engagement dans la terre vaine des lettres, avant que suprême mortification, l'autofiction ne vienne déposer ses gerbes sur le cercueil à moitié clos de ses résistants. En 1964, Clos cessa d'écrire. Je voyais que j'étais un mauvais peintre, et je me suis dit « Tu ne vas pas crever en laissant des tableaux aussi minables. Il faut travailler plus sérieusement. Il faut renoncer à la littérature. » Il s'améliora. Enfin le croit-il. Il passa aussi par des moments de désespoir, avec notamment la mort accidentelle d'un de ses fils, Emmanuel, comme Guillaume Gollen, que nous avons évoqué dans l'épisode précédent. Puis il reviendra aux lettres après 2 décennies de silence, en 1984. En 1987, paraît L'Enfant halluciné, son roman le plus connu, pour lequel il obtiendra le prix Renaudot. Consécration et horreur. La critique est unanime. C'est une réussite totale qui renoue avec le vieux Clos. C'est qu'avec le temps, rien n'a changé. La malédiction d'être homme jamais ne cesse. Oui, dit Clos. Oui, nos mauvaises pensées reviennent. Elles nous sont restituées par la vie. Elles forment un jour une pyramide de fruits dans la coupe du mal.